Alors, dans notre exploration des rapports entre l'homme et la nature, et plus particulièrement l'innovation et la nature, il y a une attitude qui pourrait être celle de la transgression. Hein, on sait que la recherche, pour avancer, souvent pulvérise des limites, atomise les tabous, enfin vraiment joue avec, en tout cas, les limites, et y compris celle de la vie et de la mort. Et donc la perte d'un génie comme Einstein, d'un artiste comme Mozart, c'est toujours un drame. On a perdu des compétences, on a perdu une vision du monde, on a perdu des capacités qui sont hors du commun. Imaginons que nous puissions, grâce à la technologie, conserver ces capacités, conserver les capacités d'Einstein après sa mort. Ça serait formidable, mais pourquoi ça nous gêne ? Tu parles de compétences à propos d'Einstein et de Mozart, donc ça c'est assez intéressant. Et en effet, on peut se demander pourquoi prélever uniquement les compétences d'une personne qui aurait disparu. Donc c'est un petit peu ce que fait cette innovation-là, Augmented Eternity. Donc on a déjà vu des doubles numériques constitués à partir des datas d'une personne, des doubles numériques d'un individu, qui prolongerait une sorte de vie après la mort. Mais là, simplement, la nouveauté de cette innovation-là, c'est, d'après même le fondateur, le créateur, c'est le concept d'identité empruntable. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, eh bien, vous choisissez volontairement de mettre votre identité sur étagère à destination des générations futures. Par exemple, vous êtes juriste, et bien votre talent unique de juriste international pourra être utilisé pour une réunion, une conférence, etc. Après votre mort, vous pourrez participer à ce genre de réunion. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça pose finalement la question de la non-unicité de l'identité, ou alors de pouvoir jouer avec des identités pour justement les emprunter, se les attribuer et aussi s'augmenter de compétences que vous n'avez pas vous. En fait, on pourrait s'interroger sur le sentiment qu'on a quand on entend ce genre d'innovation. Moi, je trouve ça gênant. Une identité empruntable, c'est-à-dire une identité où on pourrait faire son marché, en fait. Oui, les c'est compétences, c'est très gênant, parce que comme tu dis, ça pose la question de l'unicité de la personne. C'est comme si on allait prendre des parties, en laisser d'autres. Si tant est que ce soit possible, vraiment. Mais ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est de se demander pourquoi ça nous gêne. C'est une interrogation qui a été menée au XXe siècle par un philosophe qui s'appelle Ruyen Ogien, qui est mort assez récemment. Lui, il s'est posé la question concernant le corps. Il s'est dit pourquoi est-ce que ça nous gêne, nous occidentaux, de commercialiser des parties de notre corps, ou de commercialiser notre corps, tout simplement, la vente d'organes, la prostitution, etc. Pourquoi est-ce que ça nous gêne ? Il dit, mais en fait, ça remonte à toute une tradition de pensée, à toute une philosophie qui vient de Kant. Kant dit, en fait, la personne humaine, c'est une chose sacrée, dans le sens où c'est une fin en soi. C'est pas comme les choses où on peut les user, on peut en user comme on veut, on peut l'utiliser comme un moyen pour une autre fin. En fait, une personne, on peut pas faire ce qu'on veut avec. Et donc, votre corps, vous pouvez pas l'utiliser comme vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on est gêné. D'accord, donc quand tu dis qu'une personne humaine est une fin en soi, donc est-ce que tu peux préciser cette notion ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser comme un moyen pour autre chose. Pour un autre chose que quoi ? Que son existence, que le but de son existence à elle. C'est ça. Exactement. D'où le fait qu'on ne peut pas esclavagiser quelqu'un, qu'on ne peut pas l'utiliser contre son gré pour n'importe quoi. On n'est pas des objets, quoi. C'est aussi une distinction qui se retrouve dans le droit. Dit la personne, c'est pas la chose, parce que la chose, on peut en disposer comme on veut, elle est disponible, alors que l'homme,
il est indisponible au sens où on ne peut pas en disposer comme on veut. Donc ça veut dire que là, il faut vraiment une régulation, enfin, dans le cadre de cette idée-là, Voilà. d'identité empruntable. Évidemment, il faudrait une sorte d'adaptation des règlements, de l'éthique, de la régulation, Bah, pour évidemment. prendre en compte justement le dépassement de cette fin en soi. Parce que là, Exactement. la personne ne serait plus du tout une fin en soi dans Voilà. ce cas-là, et ça devient une sorte de moyen où finalement la première partie de son existence serait la vie, pour engranger des connaissances, et son accomplissement serait finalement Ouais. dans l'après-vie, Et qu'on n'ose plus appeler la mort finalement. oui, et en fait, ça pose aussi la question de... Oui, là, avant, donc, on se posait la question de la commercialisation du corps. Mhm. Maintenant, là, Ouais. en fait, on met sur le marché des compétences immatérielles Ouais. ou des connaissances immatérielles. Et du point de vue d'un philosophe comme Ruo Nguyen, qui est libertarien, enfin en tout cas libéral, il dit mais il n'y a aucun problème si quelqu'un a envie de mettre sur le marché son corps ou ses compétences, c'est sa liberté. Alors ça, c'est Il fait ce qu'il vertigineux parce que il fait ce qu'il veut de son vivant. Mais imaginons que de son vivant, un juriste international, pour reprendre l'exemple, choisit de se mettre sur étagère, avec cette expression un peu réduite, mais de mettre son identité à disposition pour être emprunté. Évidemment, ce libre arbitre qu'il aura eu de son vivant, on peut imaginer qu'il disparaît après, et que ne reste plus de lui Mais que après, finalement c'est- une parcelle de lui, qui est cette identité reconstituée de data, Mais moi, je etc. vais te poser une question, c'est Ouais. quand on écrit un testament, Mhm, on n'est plus là pour le faire Mhm. respecter. Et pourtant, on le fait respecter. mhm, Bon, bah là, c'est pareil. Vous n'êtes plus là. mhm. Donc peut-être que le droit a la possibilité de faire respecter cette volonté. Mhm. Après, c'est sûr que cette volonté, elle Mhm. est irréversible. C'est Mhm. comme quand vous avez signé un papier pour Oui, voilà, dire... elle est irréversible. C'est comme quand vous avez signé Ouais. un papier pour dire si je suis dans le coma, faites ça et Mhm. ça. Mhm. Bon, bah, si après vous avez changé la vie dans le coma, Ouais. bah, c'est trop tard, quoi. Ouais, Donc, ouais. Mais c'est- après, c'est assez vertigineux aussi d'imaginer que on peut convoquer quelqu'un qui a disparu physiquement, Mm. mais qui est là avec nous, qui peut discuter avec nous. Tout à l'heure, tu parlais de Mozart, qu'on puisse interviewer Bah, je sais pas Mozart, si- mais est-ce que c'est encore Mozart? Est-ce que la personne voilà. sortie d'elle-même est encore la personne? Enfin, qu'est-ce Oui, que bah, c'est le rapport aussi à la nature qui est interrogé. à la nature, ouais, à l'identité aussi, parce que si on considère que, comme Locke, que l'identité personnelle, c'est ce dont vous avez conscience, autrement dit, en fait, un ensemble de données que vous avez à l'intérieur, en fait, on peut transposer des identités. Et peu importe le corps dans lequel vous êtes, c'est toujours vous. Mhm. Mais là, si on n'est pas lockéen, on peut dire, mais on peut aussi dire, à partir du moment où il n'y a plus le lien avec le corps, c'est plus la même personne. En fait, c'est juste un simulacre ou quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas Donc, lui. ce n'est plus la même personne.